Les montagnes hallucinées de Howard Phillips Lovecraft, lu par Philippe Bertin, réalisé par les éditions Libellus. Harvard, South Center under, Washington under, Park Street under, Kendall, Central, Harvard, South Station under, Washington under, Park Street under, Kendall, Central, Harvard. Si je me vois aujourd'hui obligé de parler, c'est parce que les scientifiques ont refusé de suivre mes conseils sans même en connaître le motif. C'est donc contraint et forcé que je vais vous exposer mes raisons de m'opposer à ce projet d'invasion de l'Antarctique et à la chasse aux fossiles subséquentes, ainsi qu'à la vaste opération de forage de ces sommets immémoriaux qu'il implique. J'y suis d'autant plus réticent que mes avertissements seront peut-être vains. Inévitablement, les faits authentiques tels que je vais les exposer seront mis en doute. Et pourtant, si j'en expurgeais tout ce qui pourra sembler extravagant ou impossible, il ne resterait plus rien de mon témoignage. Les photographies terrestres et aériennes que j'ai prises et qui n'avaient encore jamais été divulguées joueront en ma faveur, car elles sont d'une clarté et d'une éloquence abominables. Et pourtant, on ne manquera pas de les contester, tant il est possible de falsifier habilement de tels documents. Bien sûr, les dessins à l'encre se verront ridiculisés et traités d'imposture, en dépit d'une technique si étrange qu'elle devrait intéresser et intriguer les experts en art. En fin de compte, je dois m'en remettre à la sagesse et à l'équité de quelques grands scientifiques, qui, d'une part, possèdent suffisamment d'indépendance d'esprit pour examiner mes données, que ce soit sur leur propre et hideuse réalité ou à la lumière de certains cycles mythologiques primordiaux et extrêmement déconcertants. D'autre part, ils exercent une influence assez importante pour dissuader les explorateurs de planifier toute incursion de grande envergure dans la région de ces montagnes hallucinées. Il est malheureux de penser que des hommes relativement obscurs tels que mes collaborateurs et moi-même, ne dépendant que d'une minuscule université, n'ont que peu de chances de faire entendre leur voix sur des sujets aussi étranges et controversés. Un autre facteur joue en notre défaveur. Nous ne sommes pas, au sens strict du terme, des spécialistes du domaine qui nous concernera dans ces pages. En tant que géologue, mon rôle à la tête de l'expédition de l'université de Miskatonic consistait uniquement à prélever à grande profondeur des échantillons de sols et de pierres dans diverses régions du continent antarctique, et ce, grâce à la remarquable foreuse conçue par le professeur Frank H. Peabody de notre département d'ingénierie. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir un pionnier dans un autre champ de compétences que le mien, mais j'espérais que l'application de ce nouvel appareil en divers points des routes déjà explorées amènerait entre mes mains des spécimens inaccessibles par les méthodes d'extraction usuelles. Comme l'ont déjà exposé nos rapports, la foreuse de Peabody était unique et révolutionnaire. Légère, facile à porter, elle était également capable de combiner les principes d'une foreuse artésienne classique avec ceux du petit foret circulaire, de manière à pouvoir se jouer de strates géologiques de dureté variable. Une tête d'acier, des tiges articulées, un moteur à essence, un derrick en bois télescopique, divers accessoires pour le dynamitage, des câblages, une vrille pour l'évacuation des gravats, et des tuyauteries compartimentées pouvant recevoir des forêts de 5 cm de large et d'une longueur pouvant atteindre 300 mètres de profondeur. Et pourtant, accessoires compris, tout ceci nécessitait à peine 3 traîneaux de 7 chiens pour son transport, grâce à l'alliage d'aluminium révolutionnaire employé pour forger la plupart des pièces métalliques. 4 gros aéroplanes d'ornier, conçus spécialement pour les vols à très haute altitude au-dessus du plateau antarctique et équipés des systèmes de réchauffage à essence, dont le démarrage rapide avait été conçu par Peabody, pourraient transporter toute notre expédition depuis un camp de base situé en bordure de la grande barrière de glace jusqu'en divers points situés à l'intérieur des terres, où nous attendrait un nombre de chiens suffisant pour notre entreprise.
Nous comptions explorer la plus grande zone possible en une saison arctique, voire plus si nécessaire, en nous cantonnant principalement aux chaînes de montagnes et aux plateaux situés au sud de la mer de Ross, des régions explorées à divers degrés par Shackleton, Amundsen, Scott et Byrd. Changeant fréquemment de camp à l'aide de nos aéroplanes et couvrant des distances assez grandes pour être géologiquement représentatives, nous espérions bien déterrer une quantité de matériaux sans précédent, et notamment dans les strates précambriennes, dont si peu d'échantillons antarctiques ont été obtenus jusqu'ici. Nous voulions aussi obtenir la plus grande variété possible de roches fossilifères supérieures, puisque l'historique des premiers âges de ce triste royaume de glace et de mort est de la plus haute importance pour comprendre le passé de notre planète Terre. C'est un fait bien connu que le continent antarctique fut jadis tempéré et même tropical, avec une vie animale et végétale prospère, dont les lichens, la faune marine, les arachnides et les pingouins du contrefort nord ne sont que des vestiges. Et nous désirions approfondir ce fait, en quantité comme en détail. À la moindre trace de roches fossilifères, nous serions en mesure de nous frayer un passage à coups d'explosifs afin d'obtenir des spécimens de taille et de conditions appropriées. Nos forages, de profondeurs différentes selon les promesses de la couche supérieure, se restreindraient aux surfaces exposées ou partiellement exposées, c'est-à-dire des pentes ou des crêtes, puisqu'une couche de glace solide d'1 à 3 km recouvre les niveaux inférieurs. Nous ne pouvions pas nous permettre de gaspiller de la profondeur de forage sur une telle épaisseur de glace, bien que Peabody ait concocté un plan consistant à enfouir des électrodes de cuivre en grand nombre pour faire fondre des surfaces limitées de glace à l'aide du courant fourni par une dynamo à essence. C'est ce plan qu'une expédition comme la nôtre n'aurait pu mettre en pratique, même à titre expérimental, que la prochaine expédition Starkweather-Moore se propose de suivre, malgré les avertissements que je leur ai prodigués depuis notre retour de l'Antarctique. Le public connaît l'expédition Miskatonic par les fréquents communiqués radio que nous avons envoyés à l'Arkham Advertiser et aux agences de presse, puis par les articles ultérieurs signés par Peabody et moi-même. Notre équipe se composait de 4 membres de l'université: Peabody, Lake du département de biologie, Atwood du département de physique, également météorologue, et moi-même représentant le département de géologie et assurant la direction des opérations. En outre, 16 assistants nous accompagnaient, 7 étudiants de Miskatonic et 9 mécaniciens experts. Sur ces 16 personnes, 12 étaient capables de piloter un avion et 10 étaient des opérateurs radio compétents. 8 savaient naviguer à la boussole et au sextant, tout comme Peabody, Atwood et moi. De plus, nos 2 bateaux, des baleinières reconverties, renforcés pour supporter le climat et dotés de moteurs à vapeur auxiliaire, avaient leur propre équipage. La fondation Nathaniel Derby Pickman s'était chargée de financer l'expédition, aidée par quelques contributions privées, ce qui fait que, malgré le manque de publicité, les préparatifs avaient été extrêmement méticuleux. Les chiens, traîneaux, machines, matériaux et les pièces de nos avions prêtes à être assemblées étaient arrivés à Boston où nous avons pu charger nos bateaux. Nous étions exceptionnellement bien équipés pour notre but scientifique. Pour tout ce qui concernait les fournitures, l'alimentation, le transport et la construction des camps, nous avions profité de l'excellent exemple donné par nos récents prédécesseurs, si talentueux. C'est le nombre et le prestige hors du commun de ces mêmes prédécesseurs qui ont fait que, aussi ambitieuse soit-elle, notre expédition a été si peu remarquée par le grand public. Comme l'ont rapporté les journaux, nous avons quitté le port de Boston le 2 septembre 1930. Longeant la côte à allure réduite, nous avons traversé le canal de Panama et fait escale à Samoa et à Hobart, Tasmanie, où nous avons embarqué le reste de nos fournitures. Aucun d'entre nous n'était encore allé au pôle, si bien que nous comptions sur nos capitaines, J.B. Douglas, commandant le brick Arkham ainsi que les équipages, et Georg Thorfinsen, capitaine du 3 mois Miskatonic, tous vétérans de la chasse à la baleine dans les eaux antarctiques. Alors que nous laissions derrière nous le monde habité, le soleil ne cessait de décliner au nord et restait de plus en plus longtemps au-dessus de l'horizon. À environ 62 degrés de latitude sud, nous avons aperçu nos premiers icebergs, des blocs tabulaires aux flancs verticaux
et juste avant d'aborder le cercle antarctique, dont le franchissement le 20 octobre fut l'occasion d'une cérémonie pittoresque, nous avons été considérablement gênés dans notre progression par les champs de glace. Après tout ce temps sous les tropiques, la chute des températures me causait une gêne incontestable, mais je décidai d'ignorer mon inconfort, sachant que les pires rigueurs restaient à venir. En bien des occasions, les curieux effets atmosphériques que nous rencontrions m'enchantaient. Parmi ceux-ci, un mirage particulièrement détaillé, le premier que j'ai jamais vu, où des congères lointaines devenaient les remparts d'inimaginables châteaux cosmiques. Naviguant à travers une banquise qui n'était heureusement ni trop étendue ni trop épaisse, nous avons retrouvé une mer dégagée à 67 degrés de latitude sud et 175 de latitude est. Le matin du 26 octobre, une grande